Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin à nouveau. Donc, avant de donner la parole au bureau du procureur pour la poursuite de l'interrogatoire, on vient de me rappeler que vous avez déjà utilisé 8h15 minutes. Donc, sachez que vous aviez 10 heures en tout. Donc, il vous restera très peu de temps demain, voire pas de temps. Et nous avons été informés que le bureau des procureurs souhaiterait prendre la parole à propos d'une question. Une question à propos donc de notre décision de ce matin. Donc, je vais donner la parole à Monsieur de Medjian, mais avant de faire cela, je vais demander à Monsieur l'huissier de faire sortir le témoin du prétoire pour quelques minutes. Monsieur de Medjian, je n'ai pas besoin qu'il sorte pour mon intervention. C'est Monsieur MacDonald qui va le faire demain, si c'est de cela qu'on parle. Le président, oui, mais demain ça va être trop tard. Demain ça va être trop tard, n'est-ce pas? Monsieur de Medjian, une minute, s'il vous plaît. Your Honor, we'll look into it now, but perhaps. Monsieur de Medjian, nous allons nous pencher sur cette question tout de suite et nous pourrions répondre éventuellement à la fin de la séance de cet après-midi. Mais ce n'est pas moi qui m'en occuperai en tout cas. Le président, oui, enfin encore un problème, un de plus. Je pensais qu'on pourrait rapidement décider de la chose dans des délais très brefs. Enfin bon, ce n'est pas possible. Alors poursuivons l'interrogatoire. Et donc je donne la parole à Monsieur Desmedjian du bureau du procureur pour qu'il poursuive ses questions. Et pour en revenir à ce qui a été dit ce matin sur le programme, rappelez-vous, nous devons nous tenir aux délais qui nous sont impartis. Dans la mesure du possible. Monsieur Desmedjian, je vais m'y efforcer, mais comme vous le voyez, il y a des retards ici, des retards là. Le président. Oui, mais de toute façon, dans vos 8h15 minutes, on a déjà déduit les retards. Monsieur Desmedjian, oui, je sais bien, les délais, les retards, c'est une excuse et un alibi, c'est tout. Mais je pense que nous avons ici un témoin qui nous donne des éléments de preuve fort pertinents, fort utiles. Et donc, je n'aimerais pas quand même être trop pressé par le temps. Les 10 heures. Le président, écoutez, faites comme vous voulez. Bonjour, monsieur le procureur. Ce matin, vous nous avez mentionné que lorsque les éléments du GPP interceptaient des chars de l'ONUCI, à bonne distance, et ça c'est à la page 56 ce matin, vous disiez à bonne distance, il y avait un dispositif de couverture qui se mettait en place, c'était des véhicules du SECOS. Je vais poser la question là. Just finish the question, otherwise. Poursuivez la question. Finissez la question. Sinon, le compte-rendu ne va ressembler à rien. Va ressembler à rien si on prend l'interprète. Alors, finissez la question. Monsieur le témoin, c'est le jour où vous avez participé à cette fouille du char de l'ONUCI. Est-ce que des véhicules du SECOS étaient dans les parages à bonne distance, comme vous disiez? Oui, ce jour-là. Le président interrompant. Une minute. Avant de répondre, monsieur le témoin, je dois donner la parole à Maître Bougnon. Maître Bougnon, vous avez la parole. Reformulée. Je pense que l'accusation a compris et la question a été reformulée. Donc ça me va. So the next time you just need.
Donc alors la prochaine fois, il suffit de vous lever, c'est ça, et de vous voir de vous, monsieur le manager reformule. Parfait. Maître le manager, écoutez, c'est parfait. Je ne sais plus où j'en suis de ma question. Le président, maintenant vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît, monsieur le témoin. Oui, ce jour-là, il y avait effectivement un véhicule du SECOF parce que d'abord, le champ en question avait d'abord été intercepté d'abord par des véhicules d'abord du SECOS au niveau du carrefour de l'Indénie dont j'ai parlé. Et ils ne se sont, les éléments de l'ONUCI ne se sont pas arrêtés. Et donc, nous, on a été informés et nous sommes venus les intercepter à l'endroit qui a été vu sur la vidéo. Et ils sont restés en retrait lorsque j'ai demandé à ce que le char soit ouvert, que ici est pénétré à l'intérieur du char. Le véhicule a avancé et s'est mis de l'autre côté de la voie. C'est-à-dire sur le même tronçon, puisqu'il y a 3 voies. Sur le bas-côté, mais juste en face du char, il y avait un véhicule qui se cosse pendant que je procédais à la fouille du char. Merci pour cette précision. Maintenant, ce matin, vous avez aussi mentionné, c'était à la page 19 des notes, que certains de vos éléments menaient la garde à la résidence de Charles Blégoudet. Est-ce que vous, personnellement, connaissiez des membres de sa garde personnelle? Il y avait le sergent Blédé. Comment le connaissiez-vous? C'est pas les éléments qui fait la garde là-bas, puisque il arrivait souvent de passer au camp du Pont-Sable. Des éléments qui étaient de ce camp-là, qui montaient la garde là-bas. Donc, moi, j'étais beaucoup en contact avec le commandant Tino. Pouvez-vous préciser durant quelle période est-ce que vous voyez le sergent Blédé? Dans la période janvier 2011, et dans la période à partir de janvier 2011. C'est là que j'ai croisé pour la première fois. Donc, quand il était allé voir Santino, c'est juste à l'entrée du camp, en bordure de la clôture, mon Antino l'avait fait une petite buvette. Donc, j'étais assis là-bas en train d'échanger. Moi aussi, j'étais de passage au camp. Et vous avez dit sergent, est-ce qu'il faisait partie d'une organisation quelconque? Je ne sais pas à quelle unité il appartient, mais c'est comme le thème l'indique, sergent Blédé, c'est un sous-officier. C'est de la police ou bien c'est un sous-officier. Je n'ai jamais posé la question, je demandais à quelle unité il appartenait. Je n'ai jamais vu en tenue aussi. Une dernière question là-dessus. À quelle fréquence est-ce que vous l'avez vu à partir de janvier 2011? On ne s'est pas vu aussi souvent que ça, mais c'est quoi, au mois d'avril encore qu'on s'est vu. C'est pas que, comme on dit, c'est pas quelqu'un que j'ai fréquenté, c'est-à-dire on n'était pas amis. Très bien. Alors j'aimerais vous amener au mois de décembre 2010
Nous savons qu'il y avait une marche organisée par le RHDP. Vous êtes familier avec cette marche? Je suis familier. Oui. Je ne comprends pas les thèmes familiers. Bon. Est-ce que vous avez connaissance de cette marche? Oui, oui. Est-ce que vous aviez un rôle particulier vis-à-vis cette marche? Le témoin veut bien répondre à la question, mais à huis clos partiel, dit Maître Wagenmacher. Le président, est-ce qu'on peut avoir la raison? Monsieur Maître Wagenmacher, nous savons qu'il y a eu des morts pendant la marche. Et nous savons que ce témoin était impliqué. Nous le savons par le dossier. Monsieur de Belgian, nous pouvons avoir cette discussion brièvement à huis clos partiel, peut-être, si vous voulez que tout soit dit. Le président, je ne sais pas si on a besoin de huis clos partiel juste maintenant. C'est la responsabilité des partis aussi. Alors, Maître Bougnon, qu'avez-vous à dire? Monsieur le Président, je pense que sans rentrer dans les détails, nous avons chacun ici lu un certain nombre de choses, un certain nombre de déclarations. Et je ne crois pas qu'on soit dans le cadre de l'application de la règle 74. Et donc, franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on voudrait aller en session à huis clos. Je me pose la question. Franchement, je ne vois aucun élément incriminant dans la déposition. I would... Président, bien, j'ai une chose à dire. On ne peut pas passer à huis clos partiel pour la totalité du passage. Il y a quand même des passages qui peuvent être décrits à huis clos qui peuvent être décrits en audience publique, des choses qu'on sait, plus ou moins. Lorsqu'on arrivera au passage où il est lui-même impliqué, là, dans ce cas-là, bien sûr, on passe à huis clos partiel. Mais on ne peut pas faire toute la totalité de cet incident à huis clos partiel, Maître Wagenmacher. Pas de problème. Mais donc, le président interrompant, oui, c'est quand même la responsabilité de la partie appelante, la partie qui pose les questions, de faire attention au sujet qui va être abordé et de demander à passer à huis clos partiel dès que ce sujet est abordé. Vous avez la parole, monsieur Deméjian. Alors, monsieur le témoin, ce que je fais, c'est que je vais commencer avec les instructions, les informations générales. Et lorsqu'on arrivera au plus spécifique, vous pouvez me faire signe ou bien je ferai signe à votre conseil. Alors, premièrement, commençons par cela. Est-ce que vous avez reçu des instructions par rapport à la marche du RHDP du mois de décembre 2010? Lorsque la décision d'organiser cette marche a été prise par M. Guillaume Soro, l'information est passée. J'avais programmé cette marche du RHDP qui devait faire dans la direction de la RTI et qu'ensuite serait conduite sur la primature. Il y a eu des réunions entre l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Désiré Tagro, et un responsable des mouvements d'autodéfense dans le GPP. Ce que dit d'abord préalablement que déjà à partir d'octobre déjà, nous étions déjà en alerte puisque on avait déjà commencé à agir nos corridors déjà, donc on était déjà en alerte.
l'instruction est d'appuyer les forces de défense et de sécurité. Parce que la marche est déroulée à Cocody. Déjà, d'abord, du point stratégique déjà. Les points de repli de la RTI doivent forcément passer par l'autoroute qui nous séparait de Cocody, qui était le boulevard des Martyrs. Donc forcément, il y allait avoir des marcheurs qui allaient forcément chercher à replier par là. La base, la Djamé, étant déjà dans le périmètre. Donc, ça faisait partie de notre mission. En vue de cette marche-là, ça faisait partie déjà d'intercepter d'abord les marcheurs qui allaient revenir et remettre aux autorités. Et d'abord, comme je l'ai expliqué, à cette période-là, déjà, nous avions procédé à des exercices militaires, des formations auxquelles aussi ont participé aussi des éléments aussi de la FECI. Donc, les cités universitaires aussi, les étudiants appartenant à la FECI, qui étaient dans les cités universitaires de Cocody aussi, étaient en lettre comme nous. Et les éléments aussi du GPP, la commune de Cocody, eux aussi, étaient en alerte puisque la marche devait se dérouler dans leur commune. Vous nous avez dit que suite à la décision de M. Soro de programmer cette marche, il y a eu des réunions entre l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Tagro, et certains responsables des mouvements d'autodéfense, dont le GPP. Comment avez-vous appris qu'est-ce que vous avez appris à propos de ces réunions? Alors, les marches étaient interdites. Les mouvements de protestation ont été interdits par le gouvernement. Et déjà, en décembre, après les élections, après la proclamation des élections de décembre 2010, les responsables du RHDP étaient au hôtel. Ils étaient avec aussi certains des commandants des forces nouvelles qui étaient aussi. Et j'ai dit que cette marche-là, puisque c'est une partie adverse au pouvoir du président qui a été investi par le Conseil constitutionnel, donc qui se réclamait d'avoir gagné aussi les élections, qui venait là pour installer le directeur qu'ils avaient nommé pour diriger la maison de la télévision, la RTI. Donc c'était, au sortir de cette réunion, c'était dit que ceux qui prendraient part à cette marche-là seraient considérés comme des rebelles, puisque c'était un mouvement d'insurrection, considéré en tant que des rebelles. Qui vous a parlé de ces réunions? Est-ce que vous y étiez présent? Non, je n'y suis pas allé. J'ai expliqué. Et tout ce qui était l'histoire administrative, politique, d'une manière à aller rencontrer, je pas trop aller rencontrer les hommes politiques, je pas trop intéressé par ce genre de réunions, parce que je sois là, que je ne sois pas là, il serait informé et puis on ne sait jamais qui est-ce qu'on pourrait rencontrer en ces
Et Donc, pouvez-vous nous préciser donc lesquels des responsables du GPP ont rencontré le ministre Tagro? il y a des commandants de la base qui sont partis. Mais moi, par exemple, avait accompagné Boiseau au niveau de la base. Et un des commandants de Port-Boué, général Atobeli, ATO, Beli GBELI. Et d'autres responsables comme Dimi Willy qui sont allés aussi. Bon, il y a eu plusieurs en tout cas qui sont partis. Certains sont venus d'abord sur la base à Djamé, d'autres aussi sont allés directement. Donc, une fois qu'on vous fait part de la teneur de cette décision, qu'est-ce que vous faites au sein du GPP pour vous organiser? Bon, déjà, c'est une information c'est une instruction qui a été transmise. D'abord, on va descendre le message aussi au commandant. Si il y a lieu de mobiliser des éléments, et c'est à eux que cette charge-là incombe. C'était ça. Les éléments en alerte. Même s'il y avait des éléments qui devraient être permissionnés, réquisitionnés, on ne savait pas comment ça l'événement allait évoluer. Le jour de cette marche, approximativement combien d'éléments du GPP ont participé? Pas donner de nom exact. Pas donner de nom exact, puisque comme je l'ai dit, au niveau même de Cocody, les éléments sont là-bas, mais je n'ai pas eu le nom exact. Combien d'éléments qui ont participé, et tout ça, j'ai dit d'abord, les éléments que au niveau de la base est conditionné en cas de nécessité de participer à la répression de cette marche-là. Ça avait inquiété sur la base. Les éléments du GPP qui ont participé à la répression de cette marche étaient habillés comment ce jour-là? Les éléments étaient tenue civile avec des brassards FDS, brassards blancs FDS. Est-ce qu'ils étaient armés? Certains, mais au niveau, comme elle dit, au niveau de Djamé, particulièrement, nous n'avons pas reçu l'instruction de sortir armée de cette marche-là. I think, Your Honors, now would be a good time. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, je crois que le moment est propice pour passer à huis clos partiel. Le Président. Qu'y a-t-il? Quel est le problème? Monsieur le Président, le témoin vient de dire que lui et ses éléments d'Adjamé n'étaient pas armés. Donc, pourquoi on veut passer à huis clos partiel? Si c'est pour une auto-incrimination, si lui n'est pas armé, que ses éléments ne sont pas armés.
I don't know, but Le président, je ne sais pas. Mais cela relève de la responsabilité de celui qui pose la question. Sur la base des questions qui vont venir, nous verrons quelles seront les réponses une fois que nous aurons entendu les questions. Donc, passons s'il vous plaît à huis clos partiel. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Vous nous avez mentionné à un moment donné, Monsieur le témoin, que à Cocody, certains de vos éléments étaient là avec des éléments de la police et des FDS. Alors tout d'abord, comment est-ce que les FDS pouvaient reconnaître les éléments du GPP? Comme il a dit, ils avaient, les éléments du GPP avaient des brassards FDS sur le côté gauche. Pour une boutonnière accrochée avec une épingle. FDS aussi, lorsqu'il fait des opérations, soit des fois en tenue, mais soit en civil. Ces brassards-là que les éléments avaient, étaient déjà de loin. Plus d'informations aussi, ils pouvaient s'annoncer aussi. Et À votre position à Adjamé, est-ce qu'il y avait des membres des FDS? Au niveau de, comme il a dit, au niveau du boulevard, les gens descendaient. Il arrivait souvent que les véhicules du SECOS viennent, BMO viennent récupérer là sur le niveau du boulevard. On était à l'arrière du 4x4. On allait base avec eux. Ça, vous l'avez vu vous-même? Est-ce que vous avez un ordre d'idée de combien de personnes avaient été récupérées enfin de ceux que vous avez vus, combien de personnes avaient été récupérées par la BMO? Plus d'une dizaine en tout cas. Du côté de Cocody, lequel de vos éléments se trouvait là? L'Oba, Toali, Jiska. L'Oba, c'est L-O-U-O-B-A. Toali, T-O-A-L-Y. Jiska, G-I-S. Geisha, alias Cepien, G-U, avec au nombre de 30. De la base, de la base des poumons de la. Près de votre position, il y avait un commissariat, le 7e, n'est-ce pas? Qui était le commissaire? Le commissaire du 7e arrondissement, M. Nyakwa Charles. G-N-A-K-O-U. Ce jour-là, est-ce qu'il y a eu une réaction de sa part vis-à-vis des activités du GPP? Oui, il y a eu vraiment. Ce jour-là, on était au bord de l'affrontement, même s'il veut dire, parce que il est venu avec des éléments, il voulait
pénétrer de force dans nos locaux. Il n'accepte pas qu'on intercepte des marcheurs et qu'on les garde dans nos locaux. Et certains étaient tabassés et tout ça, donc d'autres étaient blessés. Ils demandaient à ce qu'on les libère afin qu'ils rentrent chez eux, ou dans ce cas-là, qu'on les lui remette, parce que c'est lui qui avait l'autorité pour ces gens de passion. Nous avons refusé parce que vraiment, ça a été vraiment très houleux parce qu'il voulait pénétrer des forces dans les locaux. Et je crois que même lorsque Boiseau est arrivé là-bas, il a voulu le mettre au violon, tout ça. Donc vraiment, ça a vraiment failli dégénérer. Ça a appelé aux éléments de camp, tout ça, là, à ce qu'ils reviennent sur la base. Vraiment, si le cadet là-bas, vraiment, c'est qu'on allait vraiment avoir des problèmes avec lui. Par la suite, il est resté dans les environs, toujours ces éléments, il est resté là. Aussi, il est obligé de d'abord fermer le local, mettre les éléments aussi de la base dans la lettre, donc on a fait un cordon pour encercler notre base. Parce que 9h20, un convoi de véhicules géophares qui sont arrivés chercher les personnes. Pouvez-vous répéter la dernière phrase? Qui est venu en personne? C'est des véhicules du BMO qui sont des séquences. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, même, on a dit que le commissaire avait ces éléments. On avait informé de la situation avec entre le commissaire et nous. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient mis pas. Ils ont bloqué l'accès. On ne se sont même pas occupés du commissaire parce que tous ceux qui sont arrivés ce jour-là étaient encagoulés. Le commissaire même là, il fait que quand même, depuis tout le temps qui a été mis jusqu'à ce qu'ils arrivent, il a le temps d'appeler ses supérieurs ou bien d'aviser des droits, mais parce que il n'avait pas plus d'autorité en la matière. On me demande de ralentir un petit peu le débit de votre réponse pour qu'on puisse capter tout dans les notes. Je vous remercie. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait l'utilisation de cordelettes. Qui a pris la décision d'utiliser des cordelettes ce jour-là? Boiseau m'a laissé l'instruction, il m'a dit de ne pas sortir. Le président Boiseau m'a dit de ne pas sortir d'armes à feu. Et que, puisque d'abord la marche ne se déroulait pas à Djamé, se déroulait hors de zone. Donc, pour intercepter les marcheurs, on n'avait pas besoin d'armes. Donc, on pouvait tuer seulement avec la cordelettes. S'il y avait lieu, que peut-être, comme il a dit, on n'a intercepté aucun qui avait d'armes. Si le cas s'était produit, j'étais autorisé à sortir l'armement qu'on avait. Et au courant de cette journée de la marche sur la RTI, étiez-vous en contact avec votre chef Boiseau? Oui, nous étions en contact. Et lui, il était situé où ce jour-là? Lorsque et la marche, on s'est déployé, en tout cas, bon, moi j'étais au niveau, en bordure du boulevard des Martyrs. Lorsqu'on a commencé à l'interception,
et à récupérer les, les personnes qui fuyaient la marche, qui avaient participé à la marche, qui fuyaient la répression. On les envoyait dans les locaux. À ce moment-là, à un moment donné, il n'était pas là, je ne sais pas là où il était allé. Lorsque on a eu l'altercation avec le commissaire du 7e arrondissement, il a appelé, il est arrivé, et avec Je passe à un autre sujet. À Williamsville, est-ce qu'il y a un incident dont vous êtes au courant durant lequel un imam avait été tué? Je pense que la question va être assez générale, n'est-ce pas? Elle ne va pas être trop précise. Monsieur Desméjean, oui, elle deviendra plus précise. j'ai eu connaissance d'un événement à Williamsville. Dans lequel il y a eu un imam et sa famille qui ont perdu la vie. Can we Le président, pourriez-nous avoir un cadre temporel? Quand est-ce que c'est arrivé, s'il vous plaît? Cet événement s'est passé en mars 2011. Mars 2011. Thank you. Président, je vous remercie. Yeah, I think we need to go in private session. Monsieur Desméjean, je pense que nous devons passer à huis clos partiel parce que nous approchons. Le président. Alors, Madame le greffier, veuillez s'il vous plaît demander un huis clos partiel. Nous sommes à nouveau en audience publique. Monsieur le président, merci. Il vous reste 7 à 8 minutes. Et ensuite, on s'arrêtera. Allez-y. Monsieur le témoin, avez-vous entendu du terme article 125? Oui, j'ai entendu parler de l'article 125. De quoi s'agit-il? Faisait référence au prix minimum pour obtenir du pétrole en détail, puis du coût d'une boîte d'allumettes. La boîte d'allumettes qui coûtait 25, acheter des pétroles qui coûtaient 100 francs, donc c'était en total de 125 francs. Et dans quel contexte est-ce que ce terme était utilisé? Lorsque nous avions, puisque nous n'avions pas qualité pour emprisonner quelqu'un, lorsque nous avions des personnes détenues dans nos locaux, jusqu'à, en tout cas, il n'y avait même pas 24 heures avec nous. C'était dans la nuit, dans cette même nuit-là, les gens appellent les FDS qui venaient les chercher, comme il a dit. Si c'était dans la journée, soit que peut-être j'étais un peu trop exposé, j'attendais peut-être le soir, bien soit si j'étais occupé, j'attendais jusque dans la soirée de venir récupérer les individus qui étaient en détention dans nos locaux. Et il est arrivé une période, je crois bien que c'est en février à mars, il y avait vraiment des soulèvements populaires dans plusieurs communes,
partisans du RHDP qui se soulevaient, bon, les forces nouvelles que forcément ils allaient récupérer le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils lançaient les ultimatums, aussi des affrontements au niveau d'Abobo. La période là, nous avons toujours la même procédure. Mais arrivé qu'à un moment, nous étions vraiment débordés. Vraiment débordés parce que, donc, dans certaines communes, bon, plus précisément dans la commune de Yopougon, cet article 125 a commencé. C'est-à-dire de brûler les gens qui étaient taxés de rebelles, ou bien soit d'assaillants. On trouve quelqu'un, on trouve que ce gars-là n'est pas du quartier, on lui pose des questions, il ne connaît pas Abidjan, il ne sait même pas où il se trouve, il n'arrive pas à justifier sa présence dans un certain lieu, bon, selon le jugement des personnes qui l'avaient interpellé. Et nous, à notre niveau, on n'a pas reçu l'ordre bien défini de brûler quelqu'un. Mais en fait, pour l'expliquer une fois, moi j'ai appelé les officiers avec qui j'ai travaillé, qui étaient au secours avec qui j'ai travaillé, pour leur dire, bon, vraiment les gens sont ici. Les gens sont ici, donc venez les chercher. Nous-mêmes, mon petit, nous-mêmes, nous sommes débordés. Voilà, quand on vous parle de... Donc, je dis, bon, d'accord, pas de problème. J'essaie de contacter aussi je l'ai appelé pour lui demander, mais comment... Moi, j'appelle les gars qui ont travaillé là, mais vraiment, ils sont débordés, mais j'essaie de voir comment gérer ça. Les gars qui sont ici, nous, ici, là, nous, on les laisse ou bien on fait comment? On les laisse ou bien on fait comment? Ou bien, dans ce cas, on va les envoyer au camp, puisque là-bas, il y a plus de place, parce que là-bas, puisque le sous-sol est grand. C'est qu'on va les envoyer au camp. Vous avez dit donc que... Une minute, s'il vous plaît, dit Maître Wagenmaker. Monsieur Desméjian, pas de problème. I think we stop here. Le président, je pense qu'on peut tout simplement nous arrêter. Maître Knooms, j'aimerais vous demander une chose, s'il vous plaît. Voici notre suggestion auprès de la Chambre. La dernière séance à huis clos partiel devrait être reclassifiée en séance en audience publique. En effet, comme vous l'avez remarqué, jusqu'à la dernière question de l'accusation concernant les actions prises après cet incident, eh bien, jusqu'à présent, le témoin ne s'est absolument pas auto-incriminé. Le président, écoutez, nous en parlerons demain, Maître Knops. Très bien. Monsieur le maire, je voudrais juste mettre au compte-rendu que nous ferons une objection demain. Mais demain est un autre jour, c'est vrai. Maître Bougnon, maintenant, dit le président. L'éminent confrère a omis, je pense qu'il a omis de bonne foi de nous donner une estimation par rapport au temps qu'il compte utiliser demain. I'm coming to this. Le président, j'y viens. J'y viens. Mais je voulais dire à monsieur le témoin que nous en avons terminé pour aujourd'hui. La journée est terminée.
Nous vous reverrons demain matin, 9h30. Et je vais demander à Monsieur l'huissier de vous escorter hors du prétoire. Thank you. Merci beaucoup. Avant de lever la séance une bonne fois pour toutes jusqu'à demain matin, je viens d'être informé par Madame le greffier que vous avez jusqu'à présent utilisé 9h30. Donc 13 minutes surprend l'interprète. Donc vous voyez que nous sommes très précis à la minute près. Alors donnez-moi une estimation réaliste du temps dont vous avez encore besoin, afin que les parties puissent se préparer aussi. Maître de Médian, pas de problème. Donc, quand je regarde les sujets que je dois encore aborder, février jusqu'en avril, il y a encore quelques meurtres à passer en revue, ainsi que les combats à la présidence, au moins toute la première séance, donc, et sans doute la moitié de la deuxième. Enfin, je voudrais pas quand même être totalement entravé par le temps que j'ai demandé. Enfin, bien sûr, je suis entre vos mains, mais j'espère que vous serez assez indulgent. Le président, écoutez, moi, j'espère que vous en aurez que pour une séance. Mais bon, j'ai bien pris note de votre estimation. Nous allons maintenant lever la séance et nous reprendrons demain à 9h30. Merci.